Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant, un lieu où la France d'hier reprend vie, avec ses odeurs, ses saveurs, ses petits bonheurs simples. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage à travers ces établissements, où l'on mangeait sans chercher la mode, sans penser aux étoiles ou aux likes, mais qu'on n'a jamais oublié. Ce ne sont pas des marques ni des enseignes chics, ce sont des buffets de gare, des cantines scolaires, des bars tabac et des restos familiaux aux nappes cirées. Attachez vos ceintures, le voyage gustatif vers le passé commence. Buffet de la gare de Lyon, blanquette, vacarme ferroviaire et papa chapeau vissé. Là où aujourd'hui des cafés vitrés servent des muffins à 4 €, il y avait autrefois de lourdes tables de bois aux coins usés, une odeur de blanquette de veau et un bruit de vaisselle mêlé à celui des trains. Le buffet de la gare de Lyon, ce n'était pas vraiment un restaurant, mais plutôt un rituel entre deux départs, quand on tenait dans une main la fourchette, dans l'autre le billet, et qu'au loin, un cuisinier criait « Blanquette pour 3 ». Les gens ne venaient pas pour le plaisir, mais pour manger vraiment. Chaud, copieux, nourrissant, avec une baguette qui croustillait même si elle datait d'hier. Le service était rapide. Les serveurs glissaient entre les tables avec la précision d'un conducteur de locomotive. Chaque famille avait son rythme. Certains débattaient debout, d'autres mâchaient en silence leur entrecôte, pendant que les enfants, concentrés sur leur verre de sirop à l'eau, observaient les grandes horloges suspendues au mur. On s'asseyait toujours au même endroit. Mon père ne retirait jamais son chapeau tant que l'assiette n'était pas là. Il mangeait lentement, comme s'il lisait dans chaque bouchée le goût d'un pays qui n'existait plus. Un pays bruyant, sincère, parfumé de sauce et de métal. Et quand le haut-parleur annonçait le train, tout le monde se levait d'un coup, tandis que l'odeur de la blanquette flottait encore longtemps dans l'air, comme un rappel que même dans une gare, on pouvait se sentir chez soi. Cafétéria, prise unique, gnocchis tièdes, plateau mouillé et odeur de cocotte neuve. Ceux qui ont connu prise unique ne se souviennent pas seulement des chaussettes bon marché, des casseroles empilées ou des peignoirs à fleurs, mais aussi, et surtout, de cette odeur si particulière qui montait du 2e étage, là où se cachait la cafétéria, accessible par un escalier glissant entre le rayon lingerie et celui des jouets. La cafétéria prise unique, c'était tout un monde de plateaux un peu poisseux, encore humides de leur précédent usage, de femmes en filets à cheveux qui servaient derrière une vitre, le regard fatigué mais toujours bienveillant. On avançait lentement, attiré par la lumière jaune qui rendait chaque plat un peu plus doré. Quenelle molle, gnocchi en sauce, poisson pané, haricots tièdes ou gratin fatigué. On s'installait à côté de parfaits inconnus, comme à une immense tablée de cousins perdus. Certains mangeaient sans parler, d'autres lisaient Télé 7 jours en trempant leur pain dans la sauce. Les enfants se disputaient la dosette de sirop menthe à la fontaine. Maman choisissait toujours le gratin et un dessert flan, pendant que moi je rêvais de friandes au fromage, encore brûlant, dégoulinant de graisse sur l'assiette en carton. La cafétéria n'avait rien d'élégant, mais elle avait ce que peu de lieux offrent, un sentiment d'appartenance simple. De l'intérieur, tout paraissait banal. Mais à la sortie, avec le goût encore sur la langue, on savait qu'on avait été heureux au milieu des casseroles et des collants. Cantine scolaire, bâtonnets de poisson, javel et qui veut du pain? S'il existe une odeur capable de ramener instantanément un adulte à son enfance, ce n'est ni celle du chocolat chaud, ni celle du pain grillé, mais bien ce mélange indescriptible de poisson bouilli, de javel fraîchement passé et de pain de la veille chauffé au four. La cantine scolaire, c'était une arène bruyante, où tout le monde portait encore son tablier de peinture et où chaque repas ressemblait à une sorte de mission. Les longues tables étaient couvertes de nappes plastifiées collantes. Les bancs glissaient sous les jambes
et les plateaux en métal, compartimentés comme des plateaux d'hôpital, faisaient un bruit sourd quand on les posait. À chaque service, les enfants se figeaient. Serait-ce steak haché ou, pire, poisson du jeudi? Peu importait. On mangeait de toute façon, parce que c'était chaud, salé, rassasiant. Le dessert était parfois un compote de pêche en conserve, parfois, miracle, une mousse au chocolat. Entre deux bouchées, on se chamaillait, on échangeait des clins d'œil, on levait la main pour réclamer du pain. Les surveillants veillaient, silencieux ou sévères, pendant que nous dévorions, tête baissée, concentrés. À la fin, on rapportait son plateau avec fierté, comme si l'on venait d'accomplir une mission importante. On rit souvent des cantines aujourd'hui. Mais dans ces moments-là, entre purée tiède et flageolets, on forgeait nos habitudes, nos amitiés, nos souvenirs. Et peut-être aussi un certain goût pour les choses simples, imparfaites, mais vraies. Bar Tabac le Balto, café noir, gauloise et chevaux perdants. De l'extérieur, il n'avait rien d'exceptionnel. Une enseigne brunie par le temps, une vitrine pleine de reflets, un vieux poster Ricard au soleil rieur. Mais dès qu'on poussait la porte, un monde s'ouvrait, celui des hommes en casquette, des femmes à cabas et des retraités en quête d'un peu de chaleur. Le bar tabac, le Balto, c'était bien plus qu'un lieu pour fumer ou boire. C'était une agora populaire, un carrefour d'humeur, un repère d'habitude. À l'intérieur, ça sentait le café brûlé, la bière tiède et les gauloises qu'on écrasait d'un geste sec, juste avant le filtre. Derrière le comptoir, le patron, moustachu et taiseux, connaissait chaque client, chaque manie, chaque silence. Il servait les cafés sans les demander, notait les dettes dans un carnet plié et lançait des sourires discrets. Autour, ça parlait de turf, de politique, de la pluie et du temps d'avant. Les paris PMU étaient griffonnés nerveusement, les blagues fusaient, les verres tintaient, les anciens racontaient les mêmes histoires. Moi, j'étais là pour le sirop à la menthe. J'écoutais, j'imitais, j'apprenais. C'était un lieu de passage pour certains, un repère vital pour d'autres. Ce n'était pas chic, mais c'était vrai. Aujourd'hui, les bars tabac ferment ou se modernisent. Mais le Balto, lui, vit encore en moi, chaque fois que l'odeur du café chaud croise celle d'un vieux paquet de cigarettes. Restaurant chinois. Le Lotus bleu, sauce aigre douce et maman intriguée par les nems. Dans le 13e arrondissement, là où les buanderies et les primeurs bordent encore les trottoirs, il y avait un endroit aux rideaux rouges, à la lumière tamisée, qui nous emmenait très loin, peut-être pas en Chine, mais du moins loin de notre quotidien. Le Lotus bleu, c'était une promesse d'ailleurs. Une entrée en perles plastiques, des dragons dorés sur les murs, une carte remplie de noms mystérieux. On y allait rarement, seulement pour les grandes occasions, avec maman en robe parfumée et papa qui faisait semblant de savoir ce qu'il commandait, avant de s'en remettre, comme toujours, au serveur. Les nems arrivaient, brûlants, dorés, croustillants. On les trempait dans une sauce sucrée qu'on ne comprenait pas mais qu'on adorait. Maman hésitait toujours, sucré, salé, épicé, et finissait par tout goûter, les yeux écarquillés. Le riz cantonais, le canard laqué, les brochettes caramélisées. Tout avait le goût de l'inconnu. Le serveur, discret, glissait entre les tables, le regard plein de patience. À la fin, on sortait du restaurant comme on sort d'un rêve, un peu étourdi, plein de saveurs, avec sur les doigts l'odeur de la sauce soja, et dans la tête l'idée qu'on avait voyagé, sans passeport ni avion. Aujourd'hui encore, lorsque je sens une odeur d'huile de sésame, je revois les lampions rouges, la nappe collante, et le regard de maman qui souriait, les lèvres pleines de sauce aigre douce. Pizzeria chez Tony à Marseille. Pizza aux anchois et traces de Ricard sur la nappe. Chez Tony n'avait rien d'un établissement qu'on verrait dans un guide gastronomique. L'enseigne était penchée,
Les chaises en plastique semblaient avoir survécu à 3 étés. Et les nappes étaient de ces toiles cirées, rouges et blanches, qu'on lavait à l'éponge, mais jamais tout à fait. Pourtant, une magie vivait là. Une magie qui commençait dès la porte franchie, avec l'odeur de tomates mijotées, de fromage fondu et d'anchois salés. Tony, en débardeur, la louche à la main, t'accueillait sans façon, d'un sourire et d'un « Alors, la royale comme d'habitude ?» qui te faisait sentir comme un habitué, même si tu venais pour la première fois. La pizza arrivait sur un plateau d'aluminium, croustillante, brûlante, dégoulinante de mozza. Le Ricard brillait dans les verres, la sueur perlait sur les fronts, les voix montaient en même temps que le soir tombait. Les enfants mangeaient avec les doigts, les adultes parlaient foot, et le serveur se faufilait entre les tables avec l'agilité d'un danseur. Ce n'était ni élégant ni raffiné, mais c'était Marseille, vraie, vibrante, avec ses sauces, ses cris, son accent. Et quand on repartait, la bouche pleine de basilic et les doigts tachés d'huile, on savait qu'on avait mangé quelque chose qui comptait. Un morceau de vie, chaud, bruyant, généreux, comme la ville, comme l'époque. Restaurant algérien à Belleville. Couscous royal et raï dans la vapeur. Quand le soleil s'écrasait sur Belleville et que les ruelles sentaient la friture et les épices, un petit restaurant, sans nom vraiment clair, mais avec une vitrine embuée et un rideau jauni, attirait les familles, les solitaires, les travailleurs, tous unis par un seul désir: manger un vrai couscous. Le couscous royal, plat de fête dans un décor sans luxe, arrivait fumant, généreux, dans un grand plat en inox où se mêlaient merguez, cuisses de poulet, pois chiches, courgettes fondantes et semoule légère comme un nuage. La harissa venait en pot de terre cuite, avec ce regard du serveur qui disait « doucement, c'est fort ». Autour, ça discutait en arabe, en français, en silence aussi. Une radio grésillait du rail, et les enfants jouaient sous les tables en chipant des raisins secs. Ma mère disait toujours qu'elle n'aimait pas le piquant, mais finissait son assiette, les yeux brillants. Le pain était chaud, l'eau servie en carafe de verre, le thé à la menthe sucré à faire tourner la tête. C'était un lieu de chaleur humaine, de mélange, de vérité. Un restaurant? Non, un pont. Entre les quartiers, les cultures, les souvenirs. Et quand on sortait, l'odeur du cumin nous poursuivait dans la rue. Avec elle, une impression douce et durable. Ici, on n'était pas client. On était invité et on revenait. Restaurant routier, relais du soleil, cassoulet, front luisant et blagues de routier. Sur la nationale entre Brive et Toulouse, dans un virage oublié par les GPS, se tenait un bâtiment sans charme, mais connu de tous ceux qui roulaient beaucoup, le relais du soleil. Là, le bitume s'arrêtait pour laisser place aux nappes cirées, aux verres à pied épais et aux portions sans timidité. Le cassoulet, servi dans un plat en terre encore brûlant, était une expérience sensorielle. Lard, saucisses, haricots, ail et laurier, tout fondait en bouche avec un goût de vrai, de lentement cuit, de tendrement surveillé. À l'intérieur, la salle résonnait de rires, de soupirs, de couverts qui s'entrechoquent. Les chauffeurs en débardeur, les familles en route pour les vacances, les commerciaux fatigués, tout le monde se croisait là, dans un brouhaha bienveillant. Pas de carte, menu du jour et basta. On servait ce qu'il y avait, et c'était bon. Les discussions allaient vite, les amitiés aussi. Parfois on mangeait seul, parfois avec un inconnu qui devenait, le temps d'un plat, un frère de route. Le vin était tiède, le pain un peu sec, mais l'essentiel était là, de la chaleur, du goût, du monde. En repartant, on se sentait lourd, mais vivant. Et chaque kilomètre qui suivait semblait un peu plus doux.
Cafétéria, Mammouth à Nantes. File d'attente entre lave-linge et flan caramel. Dans le Mammouth de Nantes, temple du tout-en-un, on ne venait pas seulement acheter un grille-pain ou des chaussettes. Non, on venait en famille, un samedi, et au deuxième étage, après les jouets et les casseroles, il y avait la récompense, la cafétéria. Une grande salle aux néons blafards, aux tables en stratifié, aux plateaux glissants encore humides de leur dernier passage au jet. Là, entre deux rayons, s'élevait l'odeur du gratin dauphinois, des cuisses de poulet en sauce et du flan au caramel. On faisait la queue entre une promo sur les aspirateurs et un stand de pantoufles, le panier encore plein de lessive. Les enfants choisissaient un sirop à la menthe. Les parents prenaient un steak ou un poisson en croûte. Le bruit était constant, mais doux. Couverts, voix, annonce du magasin au haut-parleur. On s'asseyait où il restait de la place, souvent à côté de gens qu'on ne connaissait pas, mais qui mangeaient les mêmes frites. C'était un moment suspendu, un îlot de chaleur dans l'agitation commerciale. On repartait, le ventre plein, les bras chargés de sacs, mais avec une sensation simple et forte. Avoir partagé un repas, une pause, un moment vrai. Aujourd'hui, Mammouth a disparu. Mais si je sens l'odeur du flan ou celle du plastique chauffé, j'y suis encore. Snack bar. Total sur l'autoroute du Sud. Panini au jambon et yaourt à la fraise sur le capot. L'été sentait l'asphalte brûlant, les sièges en sky collants et les cris des enfants impatients d'apercevoir la mer. Mais avant la première vague, il y avait la halte obligatoire sur l'autoroute. Un snack bar total, avec ses pompes à essence, son robinet d'eau tiède, et surtout cette petite bâtisse basse, blanche, avec auvent plastique et panneaux usés. À l'intérieur, pas de nappe ni de décor. Des étagères, un frigo à boissons, une vitrine chauffante. On y prenait un panini au jambon, croustillant dehors, fondant dedans, qu'on mangeait debout, en équilibre sur le parking, entre deux voitures, les pieds dans la poussière. Il y avait aussi ce yaourt à la fraise dans son pot en verre, qu'on ouvrait doucement pour ne pas faire gicler le couvercle. Papa nettoyait le pare-brise, maman vérifiait les cartes, et nous, les enfants, savourions cette pause comme un avant-goût du paradis. La chaleur s'atténuait, le silence aussi. Tout le monde parlait moins, comme si le sandwich avait calmé les nerfs et ouvert la porte des vacances. Ce snack n'était pas un lieu de plaisir raffiné, mais un rituel. Un moment de transition, sucré-salé, où chaque bouchée voulait dire « on y est presque ». Aujourd'hui, les airs sont lisses, vitrés, impersonnels. Mais moi, je cherche encore ce panini tiède et ce yaourt rose, goût d'enfance et de poussière chaude. Si ces souvenirs vous touchent, abonnez-vous à la chaîne, d'autres histoires pleines de tendresse arrivent bientôt. Brasserie, le Grand Zinc, steak frites, serveur en gilet et tintement de cuillère sur verre. Certains lieux semblent faits pour que le temps s'y suspende, comme si les horloges s'y déréglaient à l'entrée. La brasserie. Le Grand Zinc, avec ses vitres teintées, ses tables nappées de blanc et ses serveurs en gilet noir et tablier long, était de ceux-là. On y venait le dimanche, après la messe ou le marché, en famille, bien habillé, presque intimidé. Le serveur savait tout, où nous asseoir, quoi recommander, combien de pain il fallait pour le plus jeune. Le steak frites y était un classique. Viande tendre, saignante, frites dorées, salade croquante avec une vinaigrette qui piquait un peu trop. Le vin arrivait dans une carafe, l'eau dans une bouteille, sans étiquette. Autour, on parlait bas, on chuchotait, on s'écoutait. Les enfants, sagement, jouaient avec les miettes. Les grands-mères racontaient des souvenirs. Les hommes lisaient le journal en silence. C'était un théâtre tranquille, avec ses codes, ses rôles, sa musique de couverts et de verres qui s'entrechoquent.
On ne venait pas là pour manger vite, on venait pour exister lentement. Et même si le décor a changé, même si la brasserie n'existe plus que dans mes souvenirs, je revois encore la lumière tamisée, le pain tiède et le regard du serveur, qui posait l'assiette comme un cadeau. Un dimanche à table, comme on n'en fait plus. Crêperie bretonne à Saint-Malo. Galettes, cidre en bol et odeur d'iode et de beurre. Rien ne valait l'air salé de Saint-Malo quand les cheveux collaient au front, que le sable crissait sous les pieds et que les visages rougissaient du vent plus que du soleil. Et là, au détour d'une ruelle en pente, une crêperie au volet vert et à l'enseigne en bois. Discrète, mais fidèle. Dedans, des tables étroites, un vieux parquet grinçant, des bols de cidre doux posés comme des trésors sur des nappes à carreaux. On commandait toujours la galette complète. Jambon, œufs et fromage fondu. Servi encore frémissant, avec cette croûte dorée et ses bords qu'on cassait du bout des doigts. L'odeur de beurre cuit envahissait la pièce, se mêlait à celle de l'air marin. Personne ne parlait fort. On mâchait lentement, on s'écoutait penser. On regardait les murs, les dessins de bateaux, les photos en noir et blanc. Parfois, une brise entrait par la fenêtre, faisant danser la flamme d'une bougie. La patronne, toujours en tablier, apportait les plats avec un sourire pudique. Et on restait là, longtemps, même quand les assiettes étaient vides. Ce n'était pas un repas, c'était un refuge. Une pause douce dans le tumulte des vacances. Aujourd'hui, bien sûr, les galettes sont partout. Mais aucune n'a le goût de celle mangée là, les pieds encore pleins de sable, dans une crêperie où le silence faisait partie du menu. Restaurant vietnamien à Ivry. Soupe pho et impression d'avoir voyagé sans partir. Dans une rue tranquille d'Ivry-sur-Seine, entre une quincaillerie et une boulangerie, se cachait un petit restaurant sans enseigne, dont la vitrine embuée laissait entrevoir une salle étroite et feutrée. C'est un collègue de papa qui nous avait parlé de ce petit coin d'Asie. Et un dimanche, par curiosité, nous avions franchi la porte. L'intérieur sentait le clou de girofle, le bouillon longuement infusé, la coriandre et le riz chaud. Le serveur nous installa en silence, apporta du thé au jasmin, puis une soupe pho si parfumée qu'elle nous fit taire. Dans le grand bol fumant, les lamelles de bœuf se mêlaient à des herbes fraîches, des nouilles fines, des pousses de soja craquantes. À côté, des feuilles de menthe, du basilic, du citron vert et de la sauce voisin attendaient d'être ajoutés au goût de chacun. Maman hésita, goûta, puis sourit. Papa acquiesça sans mot. Moi, je soufflais sur ma cuillère et je compris que c'était la première fois que je voyageais sans quitter la table. Autour de nous, les clients, d'habitude discrets, riaient doucement, les baguettes en main. On se sentait ailleurs, loin, au calme. À la sortie, la rue avait l'air trop grande, trop grise. Mais dans ma bouche, il restait le souvenir d'un autre monde. Et chaque fois que je respire de la coriandre chaude, j'y retourne. Buvette du marché du dimanche, odeur de gaufres et doigts collants. Chaque dimanche matin, on sortait tôt, la main dans celle de maman, le panier vide, les cheveux encore mal coiffés. Le marché s'étalait comme un ruban de couleurs et de cris. Mais nous, on visait toujours la même chose. La buvette, là-bas, tout au bout. Là où ça sentait bon le sucre chaud. Une petite roulotte bleue avec une plaque de fonte qui fumait. Une vieille dame aux joues rouges qui tenait la spatule comme un sceptre. Et une radio grésillante qui jouait Joe Dassin. On commandait une gaufre au sucre. Pas au chocolat, non, juste du sucre. Parce que c'est ça, le vrai goût. Elle la pliait en deux, la posait sur un papier trop fin, et déjà le gras traversait. On la mangeait debout, les pieds qui collent au goudron, les doigts qui collent à tout, les yeux brillants. Le sucre tombait,
fondait, croustillait. Parfois, on s'asseyait sur un bord de trottoir et papa nous rejoignait avec un café en gobelet et un regard tendre. Autour, les paniers se remplissaient, les discussions tournaient autour du prix des tomates ou de la pluie. Mais nous, on était dans une bulle, une parenthèse sucrée au milieu du bruit. Aujourd'hui encore, quand je sens une gaufre cuire, je ferme les yeux. Je suis là-bas. Le trottoir est tiède, le sucre craque et le bonheur tient dans une bouchée. Cantine de l'usine Renault, plateau qui claque, linoléum usé et saucisses lentilles. Ce n'était pas un restaurant, ni une vraie cantine comme à l'école, mais un monde à part, suspendu entre deux équipes, deux machines, deux coups de sifflet. La cantine de l'usine Renault, c'était un long couloir de tables métalliques, de tabourets fixés au sol et de plateaux en plastique qui résonnaient à chaque mouvement. On y entrait encore transpirant, les mains noircies, le bleu de travail entrouvert. L'odeur t'attrapait dès l'entrée. Lentilles fumantes, saucisses bien grasses, oignons rissolés, pain chaud à peine sorti du four industriel. On faisait la queue, on ne choisissait pas. On prenait ce qu'il y avait et c'était bon. Assis côte à côte, on mangeait vite, en parlant peu, ou alors fort, d'un contremaître injuste, d'un gamin malade, d'un match à venir. Il y avait du bruit, de la fatigue, de la fraternité. Pas de nappe, pas de sourire commercial, mais des regards vrais, une cuillère dans chaque main, et ce moment sacré où tout s'arrêtait, sauf le goût. Quand la pause finissait, on reposait son plateau, on resserrait sa ceinture et on repartait au poste. Mais le goût des lentilles, lui, restait. Il collait à la gorge comme un souvenir obstiné. Un goût d'effort, de vie rude, mais d'humanité aussi. Et parfois, je le retrouve dans un plat trop salé, et je souris. Restaurant familial, chez Paulette. À Clermont-Ferrand, lapin à la moutarde et tarte aux poires. Dans une rue pavée de Clermont, entre une boucherie et une mercerie, se cachait un petit miracle, chez Paulette. Une façade beige, des volets verts, une vieille enseigne peinte à la main. À l'intérieur, des nappes fleuries, des murs tapissés de photos de famille, une horloge qui sonnait toujours un peu trop fort. Paulette, cheveux blancs et tablier impeccable, accueillait chacun comme un neveu retrouvé. On s'asseyait où elle disait, elle nous recommandait le lapin du jour. Et on n'osait pas dire non. Le lapin à la moutarde, tendre, doré, nappé d'une sauce qui piquait doucement, servi avec des pommes de terre croustillantes. Le pain était tiède, le vin léger. Et puis venait le dessert. Une tarte aux poires, fine, brillante, posée sur une pâte à peine sucrée, avec ce goût de dimanche et de secret bien gardé. Les autres clients parlaient bas, comme dans une église. On se regardait, complices. C'était plus qu'un repas, c'était une cérémonie douce, une parenthèse dans le monde trop rapide. Paulette passait parfois avec un torchon, essuyait un verre, racontait une blague. Quand on partait, elle nous glissait « Revenez, j'essaie la tarte à la rhubarbe la semaine prochaine. » Et on savait qu'on reviendrait. On voulait encore un peu de cette chaleur-là, faite de rien, mais qui reste pour toujours. Snack de plage, à Palavas-les-Flots, barbe à papa, gaufres au Nutella et sable entre les orteils. Sur la plage, tout semblait possible. Construire un château plus haut que les vagues, garder un seau plein de crevettes, courir jusqu'à l'horizon. Mais au milieu de cette liberté, il y avait un petit royaume sucré, le snack de plage, posé sur des pilotis de bois, avec son auvent rayé et ses odeurs irrésistibles. Là, on faisait la queue pieds nus, maillot encore mouillé, sel sur les épaules, pour une gaufre au Nutella, tiède, généreuse, qu'on recevait pliée dans un papier déjà taché. Le chocolat fondait, coulait, tachait tout, les doigts.
le menton, le sable. Et on riait. On s'en fichait. On la mangeait debout, face à la mer, le regard dans l'écume, le cœur léger. Il y avait aussi la barbe à papa, énorme, rose, collante, qui collait aux cheveux, aux maillots, aux souvenirs. Papa tenait une canette d'orangina, maman sortait une lingette trop sèche. Et nous, on vivait. Le snack, c'était ça. Une pause sucrée dans la grande aventure de l'été. Pas un restaurant, non. Un repère, un phare. Aujourd'hui, les snacks sont plus modernes, plus propres, plus chers. Mais aucun ne sent aussi bon que celui-là, celui qui servait du bonheur chaud sur une serviette mouillée. Celui où, enfant, on croyait que le Nutella, c'était de l'amour fondu. Restaurant grec à Strasbourg, moussaka, retsina et serveur à moustache. Dans une rue un peu en retrait, derrière la cathédrale, entre un marchand de journaux et une boutique de vinyle, se trouvait un petit restaurant grec dont la devanture n'attirait pas les regards, mais dont la porte poussée changeait tout. Dedans, des murs blanchis à la chaux, des photos d'îles accrochées de travers, une lumière douce, comme le soir, sur les Cyclades. Le serveur, grand, moustachu, avec l'allure d'un acteur de théâtre populaire, nous saluait d'un calimera grave et chaleureux. Pas besoin de lire la carte. On prenait la moussaka, toujours. Servi dans un plat en terre encore brûlant, avec ses couches fondantes d'aubergine, sa viande parfumée à la cannelle, sa béchamel légèrement gratinée. Le pain était tiède, la salade simple mais croquante, et le verre de retsina, un peu trouble, un peu résineux, venait compléter le tableau. Tout ici était étranger, et pourtant familier. Les clients parlaient doucement, comme pour ne pas briser la magie. On entendait du bouzouki à la radio, les couverts cliquetaient, les sourires passaient d'une table à l'autre. Le dessert, c'était souvent un loukoum ou un yaourt au miel, posé sans fioriture, comme un remerciement discret. Et quand on repartait, un peu ébloui par la lumière du dehors, on avait dans la bouche un goût d'ailleurs, et dans le cœur une paix simple. Ce petit restaurant était un voyage. Aujourd'hui, il n'existe plus. Mais son souvenir, lui, reste entier, comme un poème que l'on n'a jamais appris, mais que l'on murmure encore. Crêperie ambulante sur le boulevard périphérique. Odeur d'huile et RTL en bruit de fond. Juste à côté d'un échangeur, là où les voitures se croisent sans jamais se saluer, se tenait, entre deux barrières, une petite roulotte en tôle avec un écriteau griffonné à la main. Crêpe chaude. À côté, une vieille radio crachotait RTL, suspendue à un clou, comme une veilleuse dans la nuit du bitume. La crêpière, une femme au visage tanné, aux bras solides, ne disait presque rien. Elle versait la pâte d'un geste sûr, étalait à la raclette, tournait la crêpe comme on tourne une page. Pas de menu. On disait juste sucre, confiture, chocolat. Moi, c'était toujours sucre. La crêpe, pliée en 4, chaude, grasse, sucrée, fondait dans les mains. Le papier se tachait, les doigts collaient, et le bonheur était là. On mangeait debout, le dos au mur, avec à droite un routier qui tirait sur sa clope. À gauche, une étudiante avec ses fiches. C'était la France des marges, des silences, des jours qui passent sans phare. Et au milieu, cette crêpe, modeste, parfaite. Il n'y avait pas de chaise, pas de musique d'ambiance, pas de décoration, juste l'odeur d'huile chaude, le sifflement du gaz et une chaleur dans la poitrine. Aujourd'hui, les food trucks sont propres, stylés, chers. Mais moi, je cherche encore cette roulotte, ce sucre, ce goût de rien, donc de tout. Cette bouchée qui, pour une minute, te faisait oublier le bruit du monde. Buffet des colonies de vacances, pâtes au ketchup, sirop orange et moustiques dans le réfectoire. Les colonies de vacances, c'était la liberté totale. Le soleil sur les genoux écorchés, les shorts trop grands, et cette sensation constante d'avoir faim.
Le buffet, c'était le cœur de la journée. Une grande salle avec des tables alignées, des fenêtres ouvertes sur les pains, et ce vacarme inimitable. Chaises raclant le sol, verres qui s'entrechoquent, enfants qui crient « plus de pain ». On entrait en file indienne, plateau en main, en espérant un bonjour. Mais souvent, c'était des pâtes, collées, tièdes, noyées de ketchup. Et pourtant, on se jetait dessus. Il y avait parfois des boulettes, une compote de pommes et toujours un verre de sirop orange dilué à l'eau du robinet, servi dans un gobelet rayé. Le pain était dur, le beurre rare, les moustiques omniprésents. Mais les rires fusaient, les secrets passaient de table en table, les miettes volaient. Les animateurs faisaient semblant de surveiller, les plus grands échangèrent des regards. Et au fond, dans le bruit, quelque chose battait. Le cœur d'un été sans parents, sans contraintes, sans montre. Aujourd'hui, ces réfectoires ont disparu, remplacés par des selfs modernes et des règles d'hygiène. Mais il me suffit de sentir l'odeur d'un plat trop cuit, d'entendre un verre en plastique tomber, pour y revenir aussitôt. Là, dans ce buffet bondé, où l'amitié se mesurait à la vitesse avec laquelle on te passait le pain. Nous ne mangions pas dans des brasseries à la mode, ni sur des terrasses étoilées, mais chaque bouchée, chaque cuillère, chaque plateau est resté gravé en nous, parce qu'il faisait partie de notre vie, comme l'odeur du repas chez mamie, la trace de sucre sur les doigts ou le tintement des verres dans la cantine. Ces lieux ont disparu. Mais nous, ceux qui y avons attendu, ri, mangé, vécu, nous nous en souvenons encore. Et peut-être que tant qu'on se souvient, ils ne sont pas vraiment partis. Si ces images résonnent en vous, racontez-nous vos souvenirs en commentaire. Sur cette chaîne, on retournera encore souvent là où ça sentait la gaufre, le lapin chaud et le sirop de menthe de notre enfance.